Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du débrief. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition en compagnie de nos invités. Nous allons avec vous et pour vous analyser l'actualité nationale de la semaine et internationale de la semaine. Et on commence au Maroc avec ce congrès de l'Istiqlal. Il s'est tenu le week-end dernier. Il devait désigner le nouveau secrétaire général et le nouveau comité exécutif. Mais face aux nombreuses tensions, il a dû être reporté. On revient aujourd'hui sur les raisons de la discorde. Et puis nous irons ensuite en Espagne, qui, avec le référendum en Catalogne de dimanche dernier, traverse sans doute sa plus grave crise politique depuis 1977. Nous analyserons les tenants et les aboutissants de ce référendum. Et pour nous accompagner aujourd'hui dans le débrief, nous recevons Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.moi. Bonjour Naïm. Bonjour Hanan. À vos côtés, Abdelhamid Ben Khattab, professeur de sciences politiques à la faculté de droit d'Agdal. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et enfin, également avec nous aujourd'hui, Aziz Boustin, directeur de publication du Panora Post et du site El Mouatin. Merci beaucoup Aziz d'être avec nous également. Alors on commence donc avec ce congrès de l'Istiqlal. La semaine dernière, on anticipait en annonçant ce congrès. Il s'est tenu et dans des conditions dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles étaient très difficiles. Alors est-ce qu'on pouvait d'abord s'attendre à la tournure qu'ont prise les choses lors de ce congrès de l'Istiqlal ? Naïm, vous voulez commencer ? Je me rappelle déjà que la semaine dernière, je vous ai dit que ce n'est pas un congrès ordinaire. Oui, je m'en souviens très bien. Donc on pouvait s'attendre à ce que... ça ne se passe pas comme prévu. À ce qui allait se passer à peu près. Alors, que ça allait être très difficile, que tout débat et toute discussion vont être mis de côté au profit de l'affrontement pour la direction du parti. C'est un spectacle affligeant, sans doute, mais il ne faut pas croire que c'est nouveau dans la scène politique ou dans le fonctionnement des partis. Au sein de l'Istiqlal, au sein d'autres partis, il y a eu pareille scène, seulement qu'à l'époque, ça se passait à 4h du matin et à huis clos, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones portables avec caméra incluse, etc. Donc là, on a eu, et je crois que moi, je n'étais pas au congrès, je n'ai pas assisté au congrès, mais je crois qu'Aziz, lui, pourra nous le dire. Les images ont un peu amplifié l'ampleur, c'est le cas de le dire, de la confrontation qui a eu lieu. Bon, il y a eu provocation de part et d'autre. Cela dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une impasse, c'est-à-dire que ni Chabat ne veut vendre sa peau à bas prix, ni, et c'est ça ce qu'il faut remarquer, ni le clan, on parle de courant, on n'est pas dans des courants. On va y venir tout à l'heure. Vous avez toujours ce don d'anticiper sur les problématiques. Mais je vous en prie, terminez, Naïm. On est face à deux clans, le clan de Ould Rachid et le clan de Chabat. Moi, ce qui m'attriste, c'est que dans ce schéma, le prétendant, qui est Nizar Barakat, apparaisse comme le poulain ou comme le sponsorisé du clan d'Ould Rachid. Et que dans cette bataille, il est presque secondaire. Mais si vous permettez, on va y revenir tout à l'heure, justement. Mais restons-en d'abord sur les faits. Lors de ce congrès, Aziz Boustin, vous étiez présent à ce congrès de l'Istiqlal le week-end dernier. Est-ce que vous partagez l'avis de Naïm sur le fait que peut-être les images ont amplifié ce qui s'est passé ? Alors, je ne sais pas de quelles images vous parlez. Si c'est les images... images des batailles rangées avec... Des soucoupes volantes. Alors, bon, il y a eu deux partis, d'accord ? Moi, je ne suis pas membre du parti de l'Istiqlal, ça doit être écrit sous mon nom, je suis journaliste. Et donc, j'étais là à la séance plénière. J'ai vu comment ça s'est passé à la séance plénière. Pour la bagarre qu'on a vue, bon, alors c'est vrai que c'est une vidéo qui a duré à peu près 3 minutes, mais d'après les gens qui étaient là-bas, on s'est quand même un peu renseigné. Et ça a duré à peu près 2 à 3 minutes d'assiettes qui volaient. Il y a même des précisions utiles, des gens qui étaient là et qui disent qu'on a remarqué que les gens qui jouaient au frisbee avec les assiettes balançaient vers le haut, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait autant d'assiettes qui partent et qu'il n'y ait pas de blessés graves. Il y a eu 3 ou 4 légères contusions, mais rien de méchant. Mais les gens ne voulaient pas, c'était finalement un effet d'image.
Et ils le savaient, c'était fait exprès ou pas exprès, mais consciemment, les gens ne veulent pas, on n'en est pas à s'entretuer entre nous, enfin au niveau de l'Istiqlal. Donc bon, il y a eu 2-3 minutes de bagarre, il y a eu une quinzaine, vingtaine de minutes de flottement, parce qu'il y a eu Nizar Baraka d'un côté qui est entré, puis de l'autre côté Shabbat, et puis bon, voilà, il s'est passé un cafouillage, et ça a donné ce que ça a donné, ce qui est très grave, ça ne réduit en rien la gravité de la chose. En revanche, au niveau de la séance plénière où j'étais, et j'ai déjà assisté à des congrès de l'Istiqlal, en tant qu'Istiqlalien à ce moment-là, dans ma jeunesse, et on sentait à ce moment-là, dans 97, 2002, on sentait les grands congrès. Véritablement, un parti qui a 75, qui a 80 ans d'existence, qui compte parmi l'un des plus vieux partis politiques au monde, c'est très important, j'aime beaucoup rappeler ça parce qu'on ne le sait pas trop, donc ces grands-messes étaient véritablement des grands-messes. Vendredi dernier, c'était pas ça. On sentait un congrès malgré lui, quoi. Un congrès timide, un congrès où il y avait une tension, un congrès où l'engouement, où l'enthousiasme de grands jours n'était pas là, un congrès où que le gouvernement a boudé, même s'il est dans l'opposition, les ministres sont là, les autres partis sont là, les autres partis étaient peu ou pas représentés, et donc c'était pas véritablement le grand congrès. Les congressistes, les gens que je connais personnellement, n'étaient pas véritablement heureux d'être là. Donc, c'était véritablement pas un congrès tel qu'on aurait pu l'esprit n'y était pas. Le penser. Et pour revenir à ce que disait Naïm, ordinaire, il n'était pas un congrès ordinaire, c'était un congrès extraordinaire, qui n'est d'ailleurs toujours pas fermé, malgré un communiqué final, parce qu'il y a la session, la fameuse session, on y reviendra tout à l'heure, mais c'était pas un congrès... Reporté à samedi prochain. Reporté à samedi prochain. Un congrès extraordinaire à tout point de vue, parce qu'il bouscule tous les codes. D'abord, le code Shabbat, qui est un monsieur extraordinaire, ce qui ne veut pas spécialement dire qu'il est bon. Ensuite, Nizar Baraka, qui est aussi une personnalité assez atypique. Hamdi Ould Rachid, donc c'est peut-être pour ça que Nizar Baraka est atypique, parce qu'il y a à ses côtés Hamdi Ould Rachid, qui lui est aussi un personnage extraordinaire dans un autre sens. Les enjeux aussi sont extraordinaires, et je suis convaincu, on y reviendra aussi, je termine là-dessus, je suis convaincu qu'il y aura une transition avec la période de Nizar Baraka, si Nizar Baraka sait bien entendu la négocier et la mener. Alors on va y venir tout à l'heure sur les perspectives qui s'ouvrent maintenant, mais on finit le tour de table avec vous, oui. Monsieur Ben Khattab, sur ce qui s'est passé ce week-end et la teneur qu'a pris ce congrès. Oui. Pour ma part, je considère le 17e congrès du Parti Istiqlal comme étant un congrès très ordinaire, puisque justement le Parti Istiqlal a raté sa transition dès le départ. Et nous sommes toujours dans cette logique de clan, comme l'a dit Naïm Kamal tout à l'heure. Donc on n'a pas tranché avec la logique des clans, avec la logique des élites oligarchiques qui font tout, des élites oligarchiques qui sont fermées. Nous sommes toujours dans cette logique-là. Et je crois que ce congrès aurait pu être un congrès extraordinaire s'il avait pu justement tracer le chemin d'une alternance au pouvoir, n'est-ce pas? D'une alternance des élites, chose qu'on ne voit pas ici. Nous sommes toujours dans cette logique fermée d'élite oligarchique, clanique en quelque sorte, ou claniste en quelque sorte. Donc, c'est un jeu fermé. Alors maintenant, on se demande, c'est un spectacle, le Parti Istiqlal nous offre actuellement un spectacle qui est, je dirais, triste. Et pas à la hauteur de son histoire, l'histoire qu'a rappelé Aziz Bousta tout à l'heure. Nous sommes devant un parti historique, un parti qui a fait en quelque sorte le Maroc moderne, l'échiquier politique moderne au Maroc. Maintenant, ce qu'on voit, c'est un parti qui a raté sa transition vers un parti moderne. Et ça fait mal au cœur, bien entendu. Alors, une question importante avant d'ouvrir la réflexion sur les perspectives et transitions ou pas du parti de l'Istiqlal. Une question de vocabulaire. Vous avez souligné un aspect important tout à l'heure, Naïm Kamel. Est-ce qu'on parle de courant aujourd'hui? Vous avez opposé tout à l'heure le clan de Shabbat à Nizar Baraka avec ses soutiens. Ou est-ce qu'on est dans une logique de clan? Est-ce qu'il faut parler de courant ou est-ce qu'il faut parler de clan aujourd'hui au sein de l'Istiqlal? Naïm Kamel. Écoutez, quand on parle de courant, ça veut dire on parle d'idées, on parle de programme, on parle de fond. Là, je n'ai pas l'impression que nous sommes en présence de deux courants, même si Nizar Baraka a fait l'effort de présenter une plateforme
Et un programme en 5 points, dans lequel justement il insiste sur la promotion d'une pensée istiqlalienne rénovée. Oui, rénovée en revenant à l'égalitarisme dans le manifeste remonte en 1963. Donc il va falloir peut-être corriger un anachronisme quelque part. Le manifeste de l'égalitarisme a fait son travail au moment où le socialisme était prépondérant à l'échelle internationale. C'était une sorte de réplique à ça. Donc aujourd'hui, il faut peut-être aller se ressourcer, mais pour faire autre chose. Alors, donc, le courant, et là, d'ailleurs, le Congrès l'a démontré, les congrès régionaux l'ont démontré, toutes les réunions qu'on a vues se dérouler l'ont démontré, il n'y a pas de débat de fond et de débat d'idées. On a vu les soucoupes volantes, mais on a vu vraiment à aucun moment le débat ou les idées prendre de l'altitude. C'est le drame aujourd'hui. Et pour vous, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de courant. Et même à l'intérieur de ces deux clans, il va falloir aller décortiquer leur composition. Ceux qui sont en train aujourd'hui de vouloir adouber Nizar Baraka, ce sont ceux-là même qui ont adoubé Hamid Chabat, au détriment d'Abdelouahid El-Fassi, oncle de Nizar Baraka. Voilà. Tout ça, ce circuit-là, ce sont les mêmes. Et quand on dit que chacun accuse, bon, quand Chabat dit que c'est Tahkoum Nizar Baraka qui veut l'imposer, mais c'est Tahkoum qui a imposé Chabat en même temps, sachant que le rapport des partis politiques au Maroc a toujours été fait dans ces évolutions. Et on peut en donner beaucoup d'exemples, que ce soit pour le PJD, pour le Stiqlal, pour l'USFP, pour l'UNFP, pour n'importe quel autre parti. Il y a toujours eu, même le mouvement national, avant même l'indépendance, il y a toujours une sorte de compromis, de consensus avec le palais et avec le régime. C'est-à-dire, même Mohamed Bousta en 1974, il a d'abord été choisi par Hassan II, alors que, contre Mohamed Doueri, alors que le militant istiqlalien vacillait entre les deux hommes. On peut continuer longtemps à donner des exemples, mais ce que je veux dire, c'est que ce travail n'est pas... C'est-à-dire cette accusation d'accuser l'un l'autre d'être la marionnette de quelqu'un d'extra-parti, ce n'est pas nouveau, ce ne sont pas des marionnettes, ce sont des ententes qui sont... Peut-être qu'il va falloir les rompre aujourd'hui, ça c'est un autre débat, mais... en tout cas, c'est encore ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Voilà. Aziz Boustan, pour vous, est-ce qu'on peut parler de courant? Est-ce qu'il y a quand même un débat d'idées qui existe, ou est-ce qu'aujourd'hui on est purement dans une logique de clan et dans une logique partisane autour de personnes? Oui, là je rejoins ce que dit Naïm dans le sens du courant. Un courant, ça veut dire des idées, des programmes, des idéologies. Il n'y en a pas. Il y a des personnes, il y a deux personnes, il y a une concentration autour de deux personnes, et c'est là où ça commence à se compliquer. Donc ce sont des courants de personnes, des courants personnalisés, extrêmement personnalisés, avec un Chabat qui a réussi à se mettre pratiquement tout le monde contre lui, à l'intérieur ou à l'extérieur du parti, avec un Nizar Baraka qui n'est pas particulièrement populaire à l'extérieur du parti, à l'intérieur il est extrêmement, d'après ce que j'ai pu voir. À l'extérieur, il ne l'est pas tout à fait, c'est un technocrate, un très bon technocrate au demeurant, mais ce n'est pas quelqu'un qui est connu véritablement du grand public. Donc... Mais comment on en est arrivé là? On a quand même un héritage très fort de Halal El-Fassi, avec une production idéologique et littéraire extrêmement importante. Pourquoi aujourd'hui, ou qu'est-ce qui explique à travers l'histoire de l'Istiqlal ce vide idéologique que vous dénoncez tous les deux? C'est une production idéologique qui s'est arrêtée avec la mort de Halal El-Fassi en 1974. On ne l'a pas fait fructifier. Depuis, l'Istiqlal n'a rien produit à ce niveau. Quand on a envie, je vous donne la parole dans un instant. Quand on revient à la littérature politique ou idéologique de l'Istiqlal, on revient à celle de l'El-Fassi avec son fameux bouquin L'autocritique. Il n'y a rien eu qui a été produit par la suite. Qui a été écrit en 1949. Et qui a été écrit, bon, ça date de bien avant sa mort. L'autocritique. Et qui reste d'actualité. Le titre, effectivement, le titre est un programme. Maqasid Shari'a et beaucoup d'autres ouvrages où il prône une vision politique et idéologique. Mais là où je ne suis pas, là où je diverge avec Naïm, c'est que, encore une fois, on n'est pas responsable de la famille qu'on a. Ce n'est pas parce que je suis le petit-fils ou le fils ou le neveu ou le mari
de X ou de Y que je ne dois pas briguer à cette fonction. Non, il ne faut pas faire ça. C'est un peu l'histoire de l'ami Abou Talib avec le RNI. Pourquoi avoir donné un marché à quelqu'un du RNI? Mais pourquoi quelqu'un du RNI ne le prendrait-il pas si ce marché, si les règles de transparence et de bonne gouvernance sont assurées? Même chose pour Nizar Baraka. Le fait qu'il soit petit-fils de, gendre de, fils de, frère de, etc., ne doit pas l'empêcher d'être là. Il faut le juger sur ce qu'il va faire. Maintenant, il a décliné son programme, qui vient un petit peu de son expérience de ministre des Finances et surtout de président du Conseil économique. Eh bien, chiche, allons-y. Si on doit appliquer au parti d'Istiqlal ce qui a été écrit, entre autres, en partie par les grands organismes internationaux, genre CNDH ou genre CESE, parfaitement. Allons-y pour la parité. Allons-y pour le monde rural, pour une nouvelle perception du monde rural. Allons-y aussi pour surtout parler des problèmes actuels qui sortent et qui tranchent un peu avec les problèmes qu'il y avait du temps de El Fassi ou de Mohamed Boustan. Le chômage des jeunes, la mondialisation, l'ancrage en Afrique, ou pas l'ancrage en Afrique. Allez, s'ils osent le dire, s'ils sont d'accord. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va... Des débats de fond. Des débats de fond, et je termine là-dessus, et c'est là où Nizar va constituer, là je diverge avec Si Khattab, c'est là où il y aura une transition, une véritable transition, qui a été totalement ratée en 2012, parce qu'on a essayé de passer de la famille à la démocratie, on a vu ce que ça a donné. Là, on revient à une sorte de démocratie, parce que Nizar va très certainement, s'il est élu, va très certainement être véritablement élu, si l'autre est élu, sera élu d'une certaine manière, et à partir du moment où Nizar sera là, il faudra oublier son ascendance familiale, et se concentrer sur ce qu'il va faire, le juger sur ce qu'il va faire. Est-ce que lui va l'oublier? Monsieur Ben Khattab, ça, c'est notre histoire. Monsieur Ben Khattab, votre regard d'un point de vue de la sociologie politique sur ce fonctionnement clanique au sein du parti de l'Istiqlal aujourd'hui. Je crois qu'il y a un autre problème ici qui se pose, qui est celui de l'usure au pouvoir, l'usure du pouvoir, justement. Le parti Istiqlal... Qui use quoi? C'est le pouvoir qui use les hommes ou c'est les hommes qui usent le pouvoir? C'est dialectique. Voilà. Exactement, c'est dialectique. Le pouvoir est corrompeur. Le pouvoir est par nature corrompt aussi bien les institutions que les humains. C'est quelque chose d'inévitable, d'accord? Alors maintenant, le parti Istiqlal, lorsqu'on est au pouvoir, on n'a pas le temps de travailler sur soi. On n'a pas le temps de réviser son idéologie. Et par conséquent, ce qui a été dit par El Fassi et autres. Donc, le parti Istiqlal a participé au pouvoir pendant des décennies et a oublié en quelque sorte... pourquoi il a oublié? Parce qu'il a hérité une machine partisane très, très huilée, très efficace. OK, c'est d'accord. Mais l'organisation partisane a fini justement par, elle aussi, souffrir de l'usure du pouvoir, n'est-ce pas? Et le travail sur soi, le travail sur l'organisation, sur l'idéologie n'a pas été fait jusqu'à présent. Le travail sur la circulation des élites au sein du parti n'a pas été fait. Et on est arrivé à un stade où une élite, comme je l'ai dit, je ne veux pas citer de région, mais une élite oligarchique fermée, qui s'est accaparé le parti. Et arriver au sommet du parti de l'Istiqlal, ce n'est pas quelque chose de facile, en fin de compte. Donc, finalement, nous sommes là devant des dysfonctionnements qui ont été hérités depuis maintenant presque une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Le problème qui se pose, c'est que nous sommes devant une logique clanique, ou claniste, comme vous voulez. Le problème, c'est qu'un clan fonctionne autour d'une personne, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de personnes charismatiques qui peuvent rassembler ces clans et à un moment donné, on arrivera à ce qu'un clan l'emportera sur l'autre. Maintenant, il se peut que Nizar Baraka l'emporte. Mais est-ce qu'il a réglé le problème de cette fissure générationnelle, cette fissure, je dirais, régionaliste ou régionale, cette fissure de classe même au sein du parti? C'est un parti qui est très, très conservateur. C'est un parti nationaliste qui fonctionne au rythme de l'ancien, de ce qui est ancien. Donc, le parti Istiqlal, je crois, il est arrivé à terme. Soit il se change, soit il se renouvelle, soit il finira par céder sa place à autre
à d'autres partis. Pour revenir à cette logique de clan, il y a un nom qui a été beaucoup prononcé depuis tout à l'heure, c'est celui de Hamdi Ould Rachid et son clan. Alors lui aussi, on rappelle qu'il fait partie, qu'il est issu d'une des tribus les plus influentes des provinces du Sud, d'Erguibet. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'homme incontournable au sein de l'Istiqlal? Est-ce que c'est l'acteur principal de l'Istiqlal aujourd'hui? Aziz Boustan. On peut répondre oui. Je peux répondre oui, en ce sens que Chabat a sa manière de faire de la politique. On rappelle qu'en 2009, je pense, en 2008, il avait pris l'UGTM d'assaut, avec ses pitbulls, avec ses milices, et puis en 2010 ou en 2011, je pense qu'il avait aussi évacué les diplômés chômeurs qui avaient pris d'assaut, qui avaient envahi le siège du parti. Chabat a une manière de faire de la politique qui est une manière, je ne dirais pas syndicale, parce qu'il y a quand même, j'ai du respect pour les syndicalistes, mais disons musclée. Nizar Baraka est un intellectuel qui est un homme de bureau et de dossier. Il ne va jamais faire l'affaire. Donc il lui faut quand même un soutien, il faut un bras séculier qui est Hamdi Ould Rachid. Et donc l'enjeu dans ce parti, on ne le dit peut-être pas assez, c'est que ce n'est pas tant l'élection du secrétaire général que l'élection du bureau du comité exécutif, le fameux COMEX, comme aiment à l'appeler les Istiqlaliens. Et là, sur lequel le parti s'écharpe actuellement. Sur lequel le parti s'écharpe parce qu'il y a plusieurs courants. Alors ça reste toujours des courants de personnes et ça reste toujours jamais des courants d'idées. Il y a le courant Hamdi Ould Rachid, qui paraît-il demande à une grande partie du comité exécutif en échange de ses bons et loyaux services. Là on le voit sourire, il a de quoi. Il y a le courant Hamid Chabat, il y a le courant troisième voie, cette étrange et nébuleuse troisième voie. Alors justement, c'était ma question suivante. Est-ce qu'il y a une troisième voie aujourd'hui à l'Istiqlal composée de l'ancien entourage de Chabat? C'est une troisième voie par défaut. Il n'est pas si nébuleuse que ça. Pour l'instant, elle n'est pas encore très claire. Non, elle n'est pas très claire, d'abord parce qu'elle est minoritaire. Attendez, Naïm Kamel, vous répondez sur la troisième voie, on laisse Aziz terminer. Ils vont attendre, c'est Bqali Kihel et Ben Hamza qui ont rompu avec... Le Kihel, c'est ce que j'ai dit. Ben Hamza et Bqali. Qui ont rompu à toute dernière heure avec Chabat, voyant le vent tourner. Et donc, ils n'ont pas véritablement ni de personnalité propre politique, ni d'idées, ni de n'importe quoi. Et donc, ils sont là. Et puis, il y a le fameux courant Bila Hawada, qui a été le courant qui est fondé par Abdelwahid Fassi après sa défaite contre Chabat. Et tout ça montre que finalement, il n'y a pas et qui négocie ferme lui aussi pour des places au comité exécutif. Alors, la troisième voie, d'après ce que j'ai appris, la troisième voie, entre guillemets, la troisième voie. Entre guillemets, avec un point d'interrogation. Si voilà, Hamid Chabat, dans le cas où il ne serait pas élu, et Bila Hawada vont essayer de se partager ce qui va rester après que Hamdi Ould Rachid ait pris le gros de la troupe. Parce que finalement, c'est ça. Et on va se retrouver à ce moment-là avec un Nizar Baraka qui est très sévèrement cornaqué par Hamdi Ould Rachid, à moins qu'il ne casse le carcan, qu'il ne brise ce carcan et qu'il puisse se libérer. Il en a les moyens. Et il en a les moyens parce qu'il y a une chose dont on ne parle pas assez aussi, c'est que par rapport à 2012 et avant, 2017 et l'année 2015, 2016 aussi, c'est l'année des réseaux sociaux. On a vu que ça a complètement changé la configuration politique et même la sociologie électorale de ce pays et des autres pays. Les réseaux sociaux, Internet, le fait de l'immédiateté de l'information, l'instantanéité, le fait que tout le monde parle à tout le monde et dise tout. Et les gens sont à l'écoute. Et donc je pense que ça sera plus aussi facile de confier le comité exécutif au Fassi. Voilà, je vais le dire Fassi, famille ou appartenance régionale, pour le dire clairement. Mais ça va être quelque chose, ça va être véritablement quelque chose qui puisse représenter la société marocaine. Naïm Kamel, votre avis sur ces voies Non, c'est-à-dire, notamment la troisième voie. Je reviendrai au troisième groupe, mais j'aimerais juste apporter un petit rectificatif. Vous savez, le Istiqlal, c'est des institutions, c'est des organes. Il y a la direction du parti, qui est, elle, coptée. Il y a l'inspection générale du parti, qui est, elle, coptée. Il y a le financier. C'est-à-dire qu'un secrétaire général qui arrive à la tête du parti, son premier souci est de maîtriser ces trois organes. Donc, pour pouvoir gérer correctement. Réseaux sociaux, oui, ça peut jouer, mais ce n'est pas encore vraiment... Pour le Istiqlal, ce n'est pas vraiment le temps. Alors, pour revenir au troisième clan, c'est curieux, mais moi, quand je vois la configuration de ceux qui soutiennent ou Chabat, ou au sein du comité exécutif, ou Nizar Baraka, il y a peu d'Istiqlaliens de souche.
entre guillemets, dessous. C'est-à-dire des gens... Et on a beaucoup qui ont été parachutés à l'Istiqlal. Moi, je dis un mot, c'est-à-dire c'est des gens auxquels on faisait porter le maillot. Hein, pour qu'ils entrent jouer au gouvernement, et qui se sont retrouvés, à un moment donné, des acteurs décisifs au sein du comité exécutif, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune réelle base. Le problème, contrairement à Abdallah al-Bqali, contrairement à Ali al-Hamza, contrairement à Abdelkader al-Kihel, qui, eux, ce sont des militants qui sont venus de la base. Ils sont montés de la base, ils ont fait la jeunesse scolaire, ils ont fait pour les uns le scoutisme ou les autres associations parallèles du parti, ils ont fait la jeunesse istiqlalienne, ils ont fait les sections, et ils sont arrivés ainsi à un moment donné au comité exécutif. Et ils se trouvent aujourd'hui isolés. Et ils veulent négocier leur continuation à l'intérieur du comité exécutif. Donc, en même temps, mais il faudrait qu'ils présentent autre chose que ça, que cette volonté, cette envie, cette ambition de vouloir rester dans une place méritée au fond. Si on voit au comité exécutif. Si on voit l'itinéraire. Maintenant, au sein de l'Istiqlal, il y a un problème fondamental. C'est-à-dire qu'on a verrouillé. Bien sûr, on déverrouille quand on veut. C'est le fameux article 54. Le fameux article 54 dit que ne peut se présenter au poste de secrétaire général que si on a déjà été, que si on est membre du comité exécutif. Puis, il a été réformé le 29 avril. J'y arrive. Puis, quand Nizar est venu, comme Nizar n'a pas été de ce comité exécutif, on a dit, bon, c'était la première bataille sur laquelle s'était heurté le parti de l'Istiqlal. On a modifié et on a dit, pour se présenter au secrétariat général de l'Istiqlal, il faut avoir été élu, bon, au moins une fois. Au moins une fois. D'abord, le premier arrangement, on l'avait fait pour exclure Mohamed Wafa, puis on l'a arrangé pour faire entrer. Le problème, c'est qu'il faut abroger cet article. C'est-à-dire afin de permettre à tout candidat de se présenter. C'est-à-dire élargir l'assiette qui permettrait l'émergence de figures nouvelles qui peuvent prétendre, qui peuvent travailler et arriver au secrétariat général, au leadership. On va faire la pause et on termine sur cette discussion. On y revient, messieurs, s'il vous plaît, on y revient dans un instant. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après dans le débrief pour la fin de cette édition. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Merci d'être restés avec nous. On termine sur la question du congrès de l'Istiqlal. On l'a dit, après les incidents de ce week-end, la désignation du secrétaire général a été reportée à samedi prochain. Alors Aziz Boustan, qu'est-ce qui risque de se passer samedi? Est-ce que la voie de la victoire est ouverte pour Nizar Baraka ou est-ce que ça risque d'être plus compliqué que ça? Alors, à mon sens, ce qui risque de se passer samedi est ce qui devait se passer dimanche et qui a été évité par le report. Tout laisse penser que ce sera Nizar Baraka qui sera élu. Hamid Chabat n'est quelqu'un qui n'aime pas perdre et donc il fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas perdre. Et hier encore, je parlais à quelqu'un l'un des responsables de ce parti, c'est pas la peine de citer son nom, qui me dit de toutes les manières, il y aura vote samedi. De toutes les manières, il ne faut pas qu'il y ait de report et il n'y aura pas de report et on est prêt à aller le plus loin possible. Je passe ce qui suit, mais le plus loin possible. Ça peut être inquiétant. Il y aura ça se passera très certainement très mal. Très mal. Je suis donc un congrès qui risque de se faire encore dans la douleur. Une élection qui risque de se faire dans la douleur. Et le problème est qu'après l'élection du secrétaire général, il y aura celle des membres du comité exécutif. Et après l'élection du secrétaire général, on peut appréhender la réaction de Hamid Chabat et toute la confusion qu'il pourrait y avoir, la confusion, pour rester quand même gentil et un peu optimiste, la confusion qu'il pourrait y avoir pour l'élection des membres du bureau exécutif. Mais est-ce qu'il y a un moyen quand même de neutraliser toutes ces tensions et toutes ces divergences ou pas, et de neutraliser notamment le clan de Hamid Chabat? Vu l'état actuel des choses, il n'y a aucun moyen de le faire. Pourquoi? Parce que c'est toute l'aile syndicaliste qui est là. Hein, et puis, il y a aussi les adeptes de Hamid Chabat, les adeptes à titre personnel, n'est-ce pas? Maintenant, comment résoudre ces problèmes? La seule manière de résoudre ce problème, c'est de renforcer le parti.
c'est de faire en sorte de trouver les moyens d'absorber ces tensions. Et il n'y a pas d'autre moyen que la circulation des élites au sein du parti. On revient toujours à ça. Mais bien sûr, on peut toujours en débattre, on peut toujours parler des clans, mais à partir du moment où il n'y a pas cette circulation d'élite de la base et cette démocratie plus ou moins au sein du parti, il n'y aura pas moyen de résorber ces tensions. Narim Kamel, vous êtes aussi pessimiste que Aziz Boustan quant à l'issue de ce congrès et de ces élections? Je serais un pessimiste qui peut être optimiste. Un pessimiste plein d'espoir, alors. Il y a aujourd'hui une version qui dit que pour résoudre le problème, Chabat doit obtenir un certain nombre d'assurances. C'est-à-dire, ce que lui a refusé le Congrès, la validation de son rapport financier, de lui donner un quitus, ce qui ne peut plus être fait puisque le Congrès a terminé ses travaux et que le Conseil national, selon les statuts du parti, ne peuvent lui donner ce quitus. Alors, il va falloir trouver une solution pour lui donner ce quitus. Parce qu'il est poursuivi en justice pour sa gestion des finances de l'Istiqlal. Deuxième assurance qu'il chercherait, c'est qu'il a un certain problème à l'extérieur du parti, avec ses enfants, avec ses propres affaires à lui. Et donc, il ne veut pas qu'en se retrouvant à l'extérieur du comité exécutif ou à l'extérieur du secrétaire général, il devienne vulnérable. Donc, on dit, bon, si on arrive à lui donner ces assurances, peut-être que les choses se passeraient bien. Maintenant, l'homme a un tempérament de taureau d'arène. Et chaque fois qu'on le provoque, c'est comme on agite un chiffon rouge devant lui. Et le problème aussi, c'est qu'aucun des deux candidats n'est sûr de la liste des 1200 membres du Conseil national. Parce que ce qui s'est passé, on a pris prétexte sur l'inexistence, et c'est vrai, de cartes d'électeurs pour des membres du Conseil national, alors qu'ils sont membres du Conseil national. D'après ce qu'on m'a dit, on a vu même des gens comme Abdelhak Tazi, Mohamed Douiri, sans carte de congressistes. Il a fallu vraiment aller chercher à la hâte ou faire à la hâte. Des gens, donc il y avait une forme de désorganisation, mais peut-être voulue. À ce titre-là, on peut manipuler beaucoup de choses. Donc, tout va dépendre de la maîtrise. Je crois que généralement, ils arrivent à s'entendre à la fin. Et généralement, ça se termine par Mghribouna, Watanouna, Rouhifida, etc. Et puis tout le monde applaudit, et puis on s'en va, et puis on recommence, puis on refait une distribution. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait faire un peu plus que ça, que juste un consensus de façade, et pour que les problèmes reprennent juste après. Alors ce sera la dernière question. Est-ce qu'au vu de tout ce qu'a traversé l'Istiqlal ces dernières années et ces dernières semaines, la reconstruction d'abord de l'unité et puis du sens de l'Istiqlal est possible? Aziz Boustan. Et si oui, sous quelles conditions? Bien entendu, les conditions. Tout est possible. On peut pas décider qu'un parti est mort. Surtout pas un parti du volume et de l'histoire du parti de l'Istiqlal. Maintenant, est-ce qu'il y a une réelle volonté à l'intérieur de rebâtir, mais sur des conditions nouvelles, comme on disait tout à l'heure? Est-ce que Nizar Baraka aura la volonté? Je pense que oui, mais est-ce qu'il aura la force de pouvoir rebâtir? S'il a la force, s'il a la volonté, ça veut dire qu'il peut choisir les hommes. Maintenant, la configuration aussi a changé, parce que jusqu'en 2007 et même 2011, aux élections de 2011, le parti de l'Istiqlal caracolait en tête des résultats ou dans le trio de tête des résultats. Il y est toujours, mais il y a eu ce nouvel arrivé qui est le PJD qui a totalement changé la donne. C'est un parti qui fonctionne d'une manière démocratique en interne, c'est un parti où il y a beaucoup plus d'intégrité que chez les autres, des élus, des cadres. Et donc, je pense que maintenant, c'est ce qui est en train de se passer au niveau de la scène politique nationale, mais ce n'est pas encore véritablement visible parce qu'il faut du temps dans ces histoires pour que ça paraisse. Et il est tout à fait possible que le parti remonte la pente. Maintenant, comment, quand est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand.
Merci, messieurs, de nous avoir éclairé donc sur ce congrès de l'Istiqlal. On passe maintenant à l'actualité internationale et à l'Espagne avec ce référendum catalan de dimanche dernier, un référendum illégal qui s'est fait sans l'accord de Madrid et qui donc a déclenché une série de manifestations. Hier, 700 000 personnes se sont retrouvées à Barcelone autour d'une grève générale. Il y a eu des violences dimanche lors de ce référendum. Alors, première question, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'on peut faire un bref rappel pour expliquer comment on en est arrivé à ce référendum et à ce 90% de oui? Naïm Kamel. Je ne sais pas si je suis le mieux indiqué pour répondre à cette question, mais ce que je peux dire, c'est que les Catalans se sont toujours considérés comme une nation. C'est-à-dire c'est dans leur gène, c'est dans leur histoire qui remonte au IXe siècle. Ça ne date pas d'aujourd'hui, et des tentatives de création d'État, et même qu'à un moment donné, ce fut un État. Donc il y a cette spécificité catalane qui a toujours été revendiquée, qui a toujours été très forte et très présente. Il y a maintenant, ils estiment qu'ils sont la première économie d'Espagne. C'est 20% du PIB, la Catalogne. C'est 20% du PIB. Et qu'en conséquence, ils devraient avoir plus de pouvoir et qu'ils peuvent même se passer de la tutelle de Madrid, de rester dans cette fédération qu'est le Royaume d'Espagne aujourd'hui. Alors juste on rappelle quelques chiffres. Si la Catalogne était un État à part entière au sein de l'Union européenne, elle serait classée au 12e rang en termes de PIB par habitant, et en termes de pouvoir d'achat, elle grimperait au 9e rang. Elle serait devant la Finlande, devant le Royaume-Uni et devant la France. Voilà, donc tout ça, ça leur donne des ailes. Tout ça, ça leur donne des ailes. Maintenant, pour revenir légalement, c'est vrai, c'est un référendum illégal. La constitution espagnole à laquelle ils ont adhéré au début interdit toute initiative de ce genre. D'ailleurs, c'est sur ça que Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, et la Cour constitutionnelle s'appuient pour dire que ce référendum est illégal. Maintenant, pour c'est ce qu'a rappelé aussi, on rappelle le roi Felipe, sorti de sa réserve. Il a fait une déclaration hier soir. Et voici un extrait de ce qu'il a déclaré dans son allocution. Avec leur conduite irresponsable, donc les indépendantistes catalans peuvent mettre en danger la stabilité de la Catalogne et de toute l'Espagne. C'est la responsabilité des pouvoirs légitimes de l'État d'assurer l'ordre constitutionnel et le fonctionnement normal des institutions, le respect de l'État de droit et l'autonomie de la Catalogne. Parce que le roi reste le garant de l'unité de la nation, qui est la nation espagnole, si on peut l'appeler comme ça. Mais la Constitution la considère comme une nation. Donc je voudrais juste revenir sur les chiffres du référendum. On a donné 90%, bon, ça c'est les Catalans et c'est normal qu'ils le disent. On a su que la participation a été très perturbée par les affrontements avec la police. 42,3% de participation. C'est voilà. 90% des 42 qui ont voté. J'allais dire que 60% d'abstention, donc ça ne reflète pas vraiment où 60% n'ont pas voulu aller à la confrontation, où ils sont pas encore décidés, où ils sont contre, et ils ne voulaient pas le montrer. Ça reste ce qu'on verra dans les prochains jours, c'est-à-dire avec ce qu'ils préparent, la grève. On va voir les scénarios qui s'ouvrent dorénavant, mais on revient sur l'histoire. Est-ce qu'à un moment, le pouvoir espagnol ou l'État espagnol a mal géré cette question de la Catalogne? Alors juste on rappelle des faits. En 2006, l'Espagne a rétabli le statut d'autonomie de la Catalogne qui avait été mis en place en 1979, donc 40 ans après la dictature franquiste. Donc ce statut a été rétabli en 2006, mais en 2010, le tribunal constitutionnel a invalidé les articles du statut de cette autonomie, notamment les articles qui parlent de nation catalane et les articles qui autorisent une langue spécifique à la catalane. Et finalement, c'est à partir de ça que les revendications d'indépendance ont émergé. En 2014, un référendum symbolique a été organisé. Il n'a pas été dans les faits, mais il donnait quand même 80,7% de oui pour l'indépendance. Donc il y avait quand même des signes avant-coureurs. Est-ce que l'autorité espagnole, est-ce que le pouvoir espagnol, à un moment, soit n'a pas su voir venir ce conflit auquel on assiste aujourd'hui, ou est-ce qu'il a mal géré, à un moment donné, cette revendication d'indépendance? Aziz Bousta. Écoutez, ce serait peut-être un peu trop facile ou être trop rapide en besogne que de jeter la pierre à l'État espagnol. Moi, ce que je vois, c'est que la démocratie espagnole est extrêmement jeune.
Elle a à peu près 42 ans depuis la mort de Franco. Vous savez qu'en 79, il y a eu encore un soubresaut des militaires. Et coup d'État manqué en 81 aussi. Un coup d'État manqué en 79 ou en 81 81. En 81. Donc quand le militaire était entré dans les Cortés, et l'Espagne a démarré. Et il restera toujours des velléités d'indépendance. Vous savez, dans une jeune démocratie, il y a beaucoup de personnes qui viennent demander des choses, même dans les vieilles, puisqu'il y a le cas de l'Écosse. Donc on ne peut pas jeter véritablement la pierre aux Espagnols, au gouvernement central espagnol, de la même manière qu'on peut jeter la pierre à certaines ambitions personnelles en Catalogne, ou quand quelqu'un vient et qu'il caresse les gens dans le sens du poil en leur disant on va être indépendant, on est plus riche, on s'appauvrit en restant avec l'Espagne, il y aura toujours des gens qui vont suivre. Maintenant, les indépendantistes catalans ne sont pas tous d'accord. Il y a des divergences au sein des mouvements indépendantistes. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu des sondages pas officiels parce que le référendum était interdit, mais était illégal. Et donc l'État espagnol a tout fait pour qu'il n'y ait pas de référendum, d'où les violences qu'il y a eu dimanche dernier. Mais selon certains sondages, il y avait quand même une nette victoire du non à l'indépendance. Il y avait quelque chose comme 55 à 60%. Il y avait selon les sondages, c'était seulement 40% de oui pour l'indépendance avant le référendum. 55 à 60% de non. Là, on peut peut-être dire que le gouvernement a réagi, et le gouvernement Rajoy a réagi d'une manière un peu trop musclée. C'est sa crispation qui aurait radicalisé les indépendantistes? Pas nécessairement. C'est ce qui s'est quelque part passé. C'est la peur de l'effet domino. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'État basque, le TA basque, hein, pas l'État basque, le TA basque est toujours vivant même s'il s'est calmé. Et que sous les cendres, il y a toujours les braises de l'indépendantisme, si j'ose dire, de l'État basque. Il y a aussi des velléités en Andalousie, et c'est ce que craint le gouvernement central. C'est d'ouvrir la brèche. C'est d'ouvrir la brèche et qu'il rentre dans une série de revendications d'autonomie, d'indépendance et de référendum d'autodétermination. Monsieur Ben Khattab, sur cette question de la gestion par le gouvernement espagnol de cette crise catalane. Historiquement, le gouvernement espagnol a mal géré l'affaire catalane. Pourquoi? Parce qu'en 1931, la République catalane a été déclarée, n'est-ce pas? Sous le nom de Généralité. Voilà. C'est en 1932 qu'il a eu ce statut d'autonomie Généralitat. Jusqu'en 1939. Oui, 32. Oui, de 32 à 39. C'est ce que je voulais dire, pardon. Donc, il a intégré le territoire espagnol, ou l'État espagnol, sur une base confédérale, c'est-à-dire qu'il avait le droit à chaque moment de se retirer de cet État. Après, lorsqu'est venue la dictature de Franco, il a aboli tout simplement tout statut d'autonomie chez les Catalans. Ce n'est qu'en 1977, c'est-à-dire 2 ans après la mort de Franco, qu'on a repris avec cette tradition d'autonomie pour la Catalogne. Les Catalans donc, avaient toujours ce besoin d'indépendance, ce besoin d'autonomie, poussé à l'extrême parfois, et le sentiment autonomiste est plus ancré que n'a pas un rapport direct avec la situation économique. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que la Constitution espagnole proclame que nous sommes devant un État unitaire, c'est-à-dire où le territoire est indivisible. Et par conséquent, toute revendication indépendantiste, séparatiste de la part, que ce soit des Basques ou des Catalans, est illégale. Constitutionnellement parlant, il est illégal. Puisque l'article 2 de la Constitution lui-même déclare que le territoire espagnol est un et indivisible. C'est ce qu'a rappelé le roi Felipe hier. Et l'article 155 de la Constitution prévoit même la possibilité de destituer le gouvernement et le Parlement régional à cause de ce référendum. Voilà, donc l'Espagne est tiraillée entre sa réalité régionaliste et sa volonté de garder l'unité à tout prix. Pourquoi? Parce que nous avons 14
14 régions qui, presque chacune d'entre elles, forment un État, une nation en quelque sorte. L'Andalousie se veut comme étant un État à part entière. Oui, effectivement. Donc l'Espagne a du mal à gérer justement cette diversité territoriale, linguistique. Est-ce que finalement cette crise politique, elle n'est pas aussi liée au fait que, in fine, c'est peut-être la question du caractère fédéral de l'Espagne qui peut se poser à terme, et c'est peut-être cela que le gouvernement essaye. Non, mais par rapport à ces identités régionales et toutes ces revendications, finalement, est-ce que c'est ça qui peut être posé à terme? Il se définit comme nation. L'Espagne se définit comme un État unitaire, comme nation. Mais n'empêche que la réalité du terrain, c'est que c'est une monarchie, c'est un royaume fédéral. Il regroupe plusieurs généralités, plusieurs spécificités régionales, qui sont très, très accentuées, qui s'expriment fortement dans la vie de tous les jours, dans les langues, dans les expressions, dans les arts, dans la culture, dans l'économie, etc. Donc il y a ce problème. Aujourd'hui, l'Espagne, le risque en Catalogne, c'est qu'il y ait une radicalisation de certaines mouvances indépendantistes. Mais le président catalan aujourd'hui annonce que d'ici la fin de cette semaine ou le début de la semaine prochaine, on va assumer pleinement l'indépendance il va proclamer l'indépendance, mais ça sera toujours dans l'illégalité. La riposte de Madrid pour être justement la dissolution du Parlement et du gouvernement régional. Et on va être dans une spirale. Ça, on ne sait pas comment ça va se terminer. Mais je crois qu'à un moment, il y a tout le poids. Aujourd'hui, on le voit de l'Europe pour que la Catalogne ne se sépare pas de l'Espagne. Et d'ailleurs même... Mais là aussi, est-ce que ce n'est pas par souci d'effet domino? Pardon? Est-ce que ce n'est pas aussi par peur de l'effet domino que l'Europe tient cette position? Il y a la France peut aussi vivre la Lombardie en Italie, qui doit voter le 22 octobre. La Lombardie, la Vénétie, l'Écosse, le 22 octobre. La Belgique, les Wallons et les Flamands. Vous avez plein de foyers comme ça en Europe. Mais bon, il ne faut pas... Donc l'Europe est en train de se souder, et c'est vraiment timidement, et avec des phrases alambiquées, qu'ils ont condamné ou dénoncé la répression qui a été très forte, très violente contre les manifestants catalans. Les votants. Juste pour un événement comme ça au Maroc, on aurait dit ça y est, c'est la révolution. Juste pour rappel par rapport à l'Union européenne... Et je vais me faire plaisir tout à l'heure. Naïm Kamal, vous ne voulez pas me laisser terminer. Juste pour un rappel par rapport à l'Union européenne, les indépendantistes catalans veulent l'indépendance, mais sans sortir de l'Union européenne. Et les sondages disent que si les indépendantistes voulaient sortir de l'Union européenne, le oui passerait de 41 à 20% dans les sondages qui précédaient le référendum. Donc l'attachement à l'Union européenne reste quand même très fort pour les indépendantistes. Mais l'Europe ne veut pas d'une Catalogne indépendante. Oui, ça c'est un autre problème. Aziz Boustin. Et ça sera votre dernière intervention parce qu'on va bientôt devoir terminer. Mais allez-y, on a encore un peu de temps. Vite, ça tombe toujours sur moi, ça. Non, j'ai dit prenez votre temps, mais ce sera juste votre dernière intervention. Alors, moi, j'ai dit que je vais me faire plaisir. Oui, je vous donnerai le mot de la fin. L'Europe, finalement, elle patauge. Quand on voit ce qu'elle avait dit à l'Écosse du temps du référendum en 2013-2014, si vous sortez du Royaume-Uni, on ne vous reconnaîtra pas. Après, il y a eu le Brexit. L'Écosse qui revient à la charge et on dit si jamais vous faites votre référendum, on va changer d'avis. Là maintenant c'est la Catalogne. Ah non, on vous accepte pas. En fait l'Europe, quand il y a eu les violences policières, l'Europe a regardé de l'autre côté, enfin elle a détourné la tête, les yeux, et après elle sort une phrase bateau du genre la violence n'a jamais rien réglé. Ben merci, on le savait déjà. Donc ça l'Europe elle n'a pas tellement d'importance là. Enfin non, elle n'a pas tellement elle a pas une position bien campée, claire et net. Alors qu'il faudrait, pour tous ces mouvements séparatistes en Europe ou ailleurs, déclarer peut-être au niveau de l'ONU que il faudrait arrêter, sinon à chaque fois qu'il y a 100, 200, 300 000 personnes, 1 million de personnes en demande d'indépendance, on ne s'en sortira pas. Maintenant, pour revenir à ce que disait Naïm, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait déclaration d'indépendance dans les jours qui viennent, parce que là,
vous avez cité les articles de la Constitution. L'article 8 parle, lui, des forces armées. Et il est tout au début, l'article 8, sur plusieurs dizaines d'articles, les forces armées sont en charge du respect de la souveraineté et de l'indépendance du pays. Là, le roi hier sort son allocution, le roi Felipe, en citant des termes forts. Une déloyauté inadmissible. Inadmissible, en bon français, ça veut dire qu'on ne peut pas admettre et donc qui ne sera pas admise. Mais juste pour rappel, tous les indépendantistes catalans ne soutiennent pas cette déclaration unilatérale. On rappelle juste un des plus grands partis indépendantistes, le Parti démocrate européen catalan. Son président, Carles Campuzano, avait déclaré le 26 septembre au Parlement espagnol: l'indépendance unilatérale de la Catalogne est absolument écartée. Elle ne se matérialise pas en 3 jours, mais requiert un processus de négociation avec l'État. C'est ce qui a un sens politique, démocratique et institutionnel. Alors, raison de plus pour renforcer mon scepticisme sur le fait qu'il y aurait, de la part de Carles Puigdemont, le président catalan, enfin de la région catalane, sa déclaration, quand il avait dit qu'il allait déclarer l'indépendance unilatérale, déjà, il ne fait pas unanimité, loin de là, parce qu'il est minoritaire au niveau populaire. Et deuxièmement, le roi dit ferme engagement à respecter beaucoup de choses. Et il termine, c'est très important, les mots ont un sens et on ne fait pas un discours n'importe comment, à défendre, le ferme engagement à défendre l'état de droit et l'autonomie catalane. C'est-à-dire qu'on est prêt à discuter. Mais avant l'autonomie, il y a l'état de droit. Donc ça peut se faire, mais dans le respect des règles constitutionnelles. Mais si on combine le fait que l'armée a encore son mot à dire et qu'elle pourrait le dire, que le roi d'Espagne a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire une ferme, inadmissible déloyauté. Et que les indépendantistes ne sont pas tous d'accord. Et qu'ils ne sont pas tous d'accord. S'il y a déclaration unilatérale, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais ça risque de très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà à la fin. Bien sûr. Voilà, il y a le droit, il y a la Constitution qui est contre l'indépendance de la Catalogne, et puis il y a la revendication des Catalans qui est plus ou moins, je dirais, compréhensible dans le sillage le contexte historique de l'Espagne. Maintenant, l'Europe ne peut pas cautionner une telle indépendance pour la simple raison qu'il ne veut pas ouvrir la boîte de Pandore, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a le problème du veto de l'Espagne. L'Espagne n'acceptera jamais qu'un autre État, qui s'appelle la Catalogne, intègre l'Union européenne. Il y a toujours ce droit de veto. Oui, maintenant, les indépendantistes catalans savent très bien qu'il y a une impossibilité matérielle de réaliser leurs revendications. Mais toutefois, ils acceptent ce bras de fer avec l'État, justement pour avoir une main mise sur les finances. Et c'est ça qui avoir plus de pouvoir. Voilà. Le mot de la fin, mais une seconde, Naïm Kamel, s'il vous plaît, parce qu'on déborde. En une seconde, je vais m'adresser aux intellectuels espagnols qui nous ont toujours opposé leur pétition pour l'indépendance du Sahara. On les voit aujourd'hui signer les mêmes des pétitions contre l'indépendance de la Catalogne. Alors j'aimerais que cet état des choses les amène à mieux réfléchir et les amène à plus de cohérence. Merci beaucoup Naïm Kamel, merci messieurs de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau débrief. Restez sur Média TV, la suite de l'information dans un instant.